Donc notre grand honneur, notre grand plaisir d'accueillir M. le grand rabbin Chaim Corsia. Et donc je vais donner la parole à Fabrice pour nous présenter, pour parler de tous ces livres sur la commémoration de la libération des camps d'Auschwitz. Et bien. Eh bien, je te remercie Charles et je voulais d'abord présenter un petit peu les personnes qui sont bien sûr le grand rabbin Chaim Corsia, Shoshana Bokovza qui a écrit un livre magnifique sur les femmes déportées à Auschwitz et Janine Dalia qui va l'interroger, qui est elle-même ancienne éditrice et qui a écrit plusieurs ouvrages. Alors Chaim Corsia, ça fait 1 an et demi que j'essayais d'avoir la venue de Chaim Corsia à Montpellier, mais il a un emploi du temps, même pas de ministre, plus que de sénateur de Chypre. Il a un emploi du temps. Tout à l'heure, je discutais avec son agent de sécurité. Il va par monts et par hauts. Donc, on est très heureux d'accueillir Chaim Corsia. Je crois qu'on peut l'applaudir. Chaim Corsia, donc je ne peux pas parler de tout petit CV très court. Il a été élu grand rabbin de France en 2014 pour un septennat. Et puis réélu en 2021, et je vais vous confier un secret, j'avais voté pour lui en 2021. Bravo. Là, on peut t'applaudir. Ah non, je ne peux pas. Alors, tu étais assistant du grand rabbin Kaplan, puis du grand rabbin Bernheim. Kaplan, non, c'est truc. Voilà. Ah oui, c'est truc, oui. Ouais. Tu as deux doctorats, une thèse sur le grand rabbin Kaplan. Voilà. Et une seconde thèse, j'ai découvert, sur le suicide dans les armées, étant comme un déni. Tu es donc ancien aumônier de l'armée de l'air et officier supérieur de réserve. José Martí, le célèbre révolutionnaire cubain, dit qu'il y a 3 moyens d'atteindre l'immortalité. Planter un arbre, élever un fils et écrire un livre. Alors tu as écrit beaucoup de livres, donc je pense que tu es bientôt pour l'immortalité. Et je te passe la parole pour présenter ton propre livre, Fragment de mémoire. C'est ce cubain, il a dit hasta siempre venceremos hasta la muerte. Il est au taquet. Mes chers amis, je fais cette présentation. Mon livre, je fais plusieurs livres, dont un sur les voyages que j'ai organisés depuis 24 ans à Auschwitz, avec des jeunes. Et c'est un enjeu majeur de transmission. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, j'étais dans le jury qui a désigné le livre Les femmes d'Auschwitz, enfin, ce livre de Shoshana Bokovza comme pour le prix, le premier prix Léon Odette Chertok. Parce que mes livres, je ne vais pas parler de mes livres, si je parle de mes livres, c'est trop facile. Ils sont superbes, ils sont formidables, ils sont extraordinaires. Bon, et le sien, il a une sensibilité assez extraordinaire parce que, de manière étonnante, les visages qu'on présente sur la déportation sont souvent des visages masculins. Et je peux vous dire parce que quand vous allez au pavillon français, ce qui a été refait par Jacques Chirac et inauguré par Chirac le 27 janvier 2005, il faut penser à l'histoire. L'histoire, c'est qu'à Auschwitz, on fait, nous, un pavillon français en 1974. C'était l'époque où on savait que nous étions tous résistants. Voilà, c'est ça l'histoire. Et après, il y a eu Paxton et Marus, dont a parlé le maire avec beaucoup d'intelligence ce matin. Il y a eu le discours de Chirac en 1995, la France ce jour-là comme était irréparable. Et le pavillon français était toujours le même. Donc on a fait une note au Premier ministre, et Jean-Pierre Raffarin à l'époque plus au président. Et le Premier ministre a annoncé au dîner du CRIF qu'il allait refaire le pavillon français. C'est ce qu'a demandé le président, ça a été fait, et la commission scientifique a choisi, présidée par Yann Vivorka, a choisi 5 destins. Vous ne pouvez pas savoir la bagarre pour trouver une femme. Quels sont ces 5 destins? Actuellement, vous allez vous le voyez, incontestable, Pierre Masse. C'est le pas juif, il est israélite. Vice-président du Sénat, grand avocat, ancien ministre, Pierre Masse. C'est lui qui écrit cette lettre bouleversante à Pétain. Dois-je retirer sa légion d'honneur à nos femmes mortes, chemin des dames, et il conclut: puis-je espérer conserver sa médaille de Sainte-Hélène à mon grand-père? Ça ne sauve pas, contrairement à ce qu'a dit un candidat à la présidentielle, dont on n'a pas besoin de prononcer le nom, et dont on parlait tout à l'heure, parce que j'étais derrière et j'ai entendu. Non. Pétain n'a pas sauvé les Juifs français, la preuve, Pierre Masse. Grégory Albert, c'est un des petits d'Isieux, un enfant d'Isieux.
Georgie Halpern, c'est un enfant. Puis, Lamberger, c'est les Juifs qui étaient là, qui étaient en France, et en arrivant jeune. Puis la famille, la famille d'Henri Morvan. Puis quand même, je dis dans les préparateurs, on ne peut pas mettre une femme. Alors on a mis Charlotte Delbo. Charlotte Delbo, ce sont les deux convois complètement féminins. Un seul. Il y a deux convois, mais il y a un convoi masculin et un convoi il féminin. y a deux convois particuliers et on met Charlotte Delbo. Bref, il a fallu presque se battre pour mettre un visage féminin. Pas de alors qu'on attend de femmes qui ont porté, dont on pourrait très bien reprendre les visages, les histoires. Le fait est que donc, quand son livre est paru, c'était un grand manque qui a été réparé. Non pas que l'on ne parlait pas des femmes. Il y a des héroïnes qu'on connaît tous. Enfin, tout le monde a lu le journal d'Anne Frank, et puis il y a tant d'illustrations féminines. Pourtant, elles n'apparaissent pas. Et il y avait quelque chose de l'ordre de la réparation, ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, forme de réparation à dire il y a aussi des histoires de femmes qui sont déportées, qui vivent des choses, et c'est cette juxtaposition d'histoire d'ailleurs qui rend ces destins assez extraordinaires, parce qu'au fond, il y a des moments où on peut s'identifier, au-delà de homme ou de femme, on s'identifie à cette trajectoire. Quand vous voyez ce matin le monument inauguré à Montpellier, et que vous voyez, il y avait une enfant en 43 qui est déportée, elle a 1 an, qu'elle est déportée en 44, et vous voyez date de naissance 43, elle a donc 1 an. Quiconque ici a des enfants ou des petits-enfants, comme c'est mon cas, de 1 an, on dit, et je dois dire, je n'ai jamais été à Auschwitz de la même façon avant d'avoir des enfants et après avoir des enfants. Avant avoir des enfants, c'est l'émotion brute. Après avoir des enfants, vous personnalisez. Vous vous dites, mais j'ai vu des chaussures comme les chaussures de mes enfants, et ça, c'est quelque chose de très violent même. Et c'est en cela que votre livre a été plus marrant, enfin, c'est plus intéressant, franchement, de parler de son livre. Mais je veux bien parler du mien, mais il est formidable, je vous l'ai dit, le sien. Au fond, on se rend compte que c'est la vie la plus simple, la plus évidente, la plus tragiquement simple, ou la plus simplement tragique, qui est racontée avec des destinées qui auraient pu être parallèles aux nôtres. Alors, je suis un garçon, donc là, je les voyais parallèles aux miennes. Et quelque chose dont nous avons tous collectivement, étant petit, je pensais ce matin, tous ces destins. Il faut remercier vraiment Michael Young d'avoir fait ses recherches pour établir cette liste. Tous ces destins auraient embelli la région, auraient engrandi la France, auraient participé à quelque chose. C'est donc des noms avec une ligne, et c'est toutes les dizaines et les centaines de lignes qui auraient pu être écrites par ces personnes, dont on est amputé. Et c'est un peu ce que moi j'ai ressenti dans votre livre. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que vous l'avez présenté le jour au mémorial. Il y avait le livre du Hongrois, qui s'appelait Migraine, qui a fait la présentation, c'est un livre extraordinaire aussi, plus romancé sur la culpabilité des survivants, ce qui était terrible, et les destins de femmes. Et donc, la question qu'il m'a posée, moi je vous la pose, j'ai le droit, j'ai le micro, j'ai le droit. Vous êtes chez vous. Ouais, très bien. En plus, on a des meringues formidables, la vie est belle. Et donc, je vous pose la question que Fabrice m'a posée, et à juste titre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce livre advient en vous? Alors, oui. Il y a des micros, il y a des... Non, il y en a chacun pour chacun. D'abord, je voudrais remercier le grand rabbin Chaim Corsia pour sa générosité, parce qu'au lieu de parler de son livre, il éclaire le mien, et en même temps, en éclairant le mien, il éclaire en fait les destins absolument extraordinaires des femmes qui ont traversé Auschwitz-Birkenau et qui l'ont raconté, et ça, je veux saluer aussi la
Fondation Spielberg, sans laquelle ces récits n'auraient pas pu arriver jusqu'à nous. Parce que pour pouvoir écrire ce texte, il m'a fallu d'abord écouter les dépositions des femmes. 4 heures, 5 heures, où elles racontent non seulement leur déportation, mais aussi le passé. Et en fait, c'est un passé juif absolument extraordinaire qui se dévoile devant nous parce que selon le pays d'où elles viennent, elles disent des choses qui, sur les rites, sur les cérémonies, sur leurs grands-parents, elles les réveillent. Et il y a des photos qui accompagnent ces récits. Mais bien sûr, moi, j'ai pas pu mettre. Il me fallait juste brosser en 2 lignes d'où elle venait, mais ce qui m'a intéressé, moi, dans cette histoire de l'incarcération, c'est la résistance des femmes. Et en fait, tout ce livre est dédié à Rosa Robota et à ses compagnes qui, de la même façon que dans le ghetto de Varsovie, on s'est soulevé pour sauver la dignité humaine, eh bien, ces femmes ont aidé le Sonderkommando en apportant de la poudre explosive pour arrêter le massacre de leur peuple. Alors, il y a eu un seul crématoire qui a sauté, mais en tout cas, elles l'ont fait au péril de leur vie et ça a duré plus de 14 mois, puisque l'usine d'armement a été créée en novembre 1943 et le crématoire a sauté le 7 octobre 1944. Donc, il a fallu pendant des mois et des mois transporter quelques grammes de poudre explosive, mais elles n'ont pas fait que ça, les femmes. Et franchement, il faut... on le découvre quand on écoute ces survivants parler. Alors, juste une chose, c'est hyper important. Moi, quand je fais mes voyages, encore avant, au début, j'allais systématiquement à la synagogue de Cracovie. Sauf que ça me faisait faire l'aéroport, la ville de Cracow, puis le temps à la synagogue, avec le cimetière derrière lequel il y a la tombe du Rama, Rabbi Moshe Isserles. Puis il fallait retraverser tout pour aller au Auschwitz. Donc ça me faisait une amplitude horaire un peu trop large. Et là maintenant, ce que je fais systématiquement, je vais à la synagogue, la dernière, d'Auschwitz, la ville polonaise. Parce que ce que vous venez dire est bouleversant. Et si vous voulez le percevoir, allez visiter à Auschwitz le pavillon israélien. Le pavillon israélien, il y a 3 spécificités. 3. La première, que vous mentionnez, c'est qu'on parle d'extermination. Mais exterminer quoi? Donc, vous rentrez, la première pièce à gauche, dans le pavillon israélien, c'est ce dont vous venez parler, les fêtes. En Pologne, en Suisse, en France, en Suède, partout en Europe, ce judaïsme vivant, parfois religieux, parfois pas religieux, des jeunes, des matchs de foot, le Maccabi de Vienne, par exemple, qui est un club incroyable qui joue dans le championnat. Bref, cette vie, voilà, on ne peut pas parler de destruction sans dire ce qu'il y avait avant. Et c'est un peu ce que vous dites. Elles ont toutes une histoire, avec un ancrage dans ce judaïsme divers. La deuxième spécificité du pavillon israélien, vous montez au premier et vous êtes comme à Nuremberg, les haut-parleurs vous hurlent dessus, et puis c'est sous-titré en français, en hébreu, en anglais, en allemand, en langue. Mais vous êtes vraiment dans les hurlements des grands meetings de Nuremberg, la haine des juifs, la santé palpable, puis vous redescendez et vous avez ces immenses feuilles grandes sur lesquelles il y a tous les noms. Et comme chacun et chacune les touche, ils sont obligés à Auschwitz de les changer régulièrement parce qu'elles s'abîment à force d'être touchées. Donc, mais le plus important, c'est peut-être ça. C'est n'oublions pas ce qui a été, parce que trop voir la destruction, on oublie ce qu'était le avant, c'est ce temps d'avant.
Et vous le montrez même si vous dites quelques lignes, la réalité c'est que c'est très bien. Moi, si vous permettez, j'entends bien ce que vous dites, mais je crois que l'initiative en fait, de ce livre, Les femmes d'Auschwitz-Birkenau, c'est quasiment un mémorial pour ces femmes, parce que juives et non-juives, elles sont restituées dans la spécificité, si je puis dire, d'un temps de concentration et d'extermination des femmes. Et j'ai été très touchée par ce travail exhaustif, et en même temps, avec ces approches de près, de détail, quand par exemple, justement, tu évoques cette résistance qui s'organise entre les hommes et les femmes à travers des échanges si rares qu'ils pouvaient avoir, et le fait justement qu'ils décident, et pendant de longs mois, de ramasser gramme par gramme des poussières, enfin de dynamite. Et alors voilà, donc on a tout d'un coup une vie humaine restituée d'une certaine manière, une vie dans ces camps, avec l'atrocité de ces camps, parce que il parle aussi beaucoup des expériences médicales qui sont faites avec le docteur Mengele. Tu parles, voilà, donc il y a à l'intérieur, il y a une espèce de découpe analytique et en même temps un ensemble tout à fait global et synthétique de ce qu'était la vie au camp, notamment pour ces femmes. Et ces très jeunes femmes, souvent, parce qu'à 14-15 ans, celles qui avaient pu échapper en se vieillissant, elles se trouvent embarquées de la même manière. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est que la semaine dernière, c'était les 100 ans de la naissance de Claude Lanzmann. Oui. 100 ans de sa naissance. Donc évidemment, on a parlé de choix. Moi, j'ai participé à cela parce que je l'avais mis dans les commémorations nationales avec la France Mémoire dirigée par Pascal Horry. Et on a fait une présentation incroyable à l'Institut de France. Il y avait des élèves de toute la France et on a présenté des extraits de choix. Et a été présenté l'extrait d'une interview de Claude Lanzmann au moment où il présente choix. Les journalistes lui disent oui, pour les camps de concentration. Il arrête net. Ah non, ce n'est pas un camp de concentration, c'est un camp d'extermination. Et c'est la grande différence, par exemple, parce que des femmes, elles ont raconté, par exemple Germaine Thion, qui a fait cette... Qui est à Ravensbrück. Ravensbrück, qui n'est pas un camp d'extermination, c'est un camp de concentration. Je ne dis pas que c'était sympa, mais ce n'est pas le même objectif. Et là, c'est dans la négation de la vie, l'affirmation, malgré tout, de la vie. Et je pense à Geneviève Antonoff de Gaulle, je pense à... Oui, je pense à... Germaine Thion a fait son opéra qui est extraordinaire. Mais c'est différent. Et c'est en ça que d'ailleurs Lanzmann a eu raison. D'abord, c'est le premier qui a fait la distinction vraiment ferme, qu'il a tenue. C'est pas la même chose, camp d'extermination et camp de concentration. Et c'est celui qui nous a permis de ne plus utiliser en France, nous sommes l'un des rares pays au monde, à dire Shoah et à ne pas dire Holocauste. Parce que dans l'Holocauste, qu'on le veuille ou non, il y a quand même ce côté sacrificiel qui est insupportable. Si on comprend spirituellement ce qu'on dit, c'est indigne. Alors dans le monde anglo-saxon, ils disent Holocauste, Et nous avons eu la chance d'avoir Lanzmann qui a de facto imposé, d'ailleurs sans hurler pour une fois, le mot de choix, parce que tout le monde a compris que c'était la réalité du mot qu'il fallait employer. Et vous, c'est ce qu'ont pu vivre, même en termes de solidarité, des femmes dans d'autres camps, mais c'était des camps de concentration, non pas des camps d'extermination. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire à propos du camp d'Auschwitz-Birkenau, du camp de femmes d'Auschwitz-Birkenau, parce qu'au début, quand elles arrivent, elles sont installées à Auschwitz pour 6 mois, le temps qu'on finisse de préparer le camp d'extermination de Birkenau. Il faut vous dire qu'au moment où elles arrivent... Sur la rampe en arrivant ou... Non, il n'y a pas de sélection. D'accord. La sélection, alors elles arrivent le 26 mars 1942, et tout le monde, alors elles arrivent, les premières arrivées juives arrivent de Slovaquie, où le gouvernement slovaque, pour essayer de faire taire la communauté juive, va demander
des jeunes filles maximum de 15 ans à 25 ans, toutes célibataires, et elles vont former le premier convoi de jeunes filles. Donc, je peux vous le dire, elles sont toutes vierges. C'est la déportation des vierges. Et quand elles arrivent, elles vont être fouillées à corps, et vous comprenez ce que ça veut dire. Et c'est, pour moi, en fait, d'avoir découvert cette histoire que le premier convoi des jeunes filles juives ont été traitées de cette façon, ça a aussi ouvert pour moi toutes les perspectives de l'extermination, parce que l'extermination, c'était pour y arriver, il fallait la déshumanisation, et la déshumanisation, eh bien, ça passe par ça, par le fait qu'on vous rase la tête, et qu'on vous projette dans un univers où, de toute façon, vous êtes traités comme du bétail à coups de fouet, à coups de bâton, parce que celles qui vont les commander, elles ont été amenées de Ravensbrück, elles sont elles-mêmes prisonnières, elles sont autrichiennes et allemandes, et parmi ces femmes, ces 1000 femmes qui arrivent pour commander toutes celles qui vont arriver jusqu'en 1944, où elles vont être décimées par le typhus, eh bien, il y a des communistes. Et ça va être la chance des juives. Parce que les communistes, donc c'est des antifascistes qui ont fait 6-7 camps avant d'arriver à Auschwitz-Birkenau le même jour que les juifs. Elles savent comment il faut faire. Il faut prendre les postes les plus importants du camp. Et qu'est-ce que c'est que les postes importants du camp? C'est le secrétariat, c'est devenir chef de bloc, pas capot, chef de bloc, c'est-à-dire commander un bloc entier et permettre, ou alors secrétaire de bloc, c'est-à-dire compter les femmes. Et ça c'est très important pour les filles. Parce que quand on a de 14 à 25 ans, on ne peut plus écouter la radio depuis que la Slovaquie a été envahie. C'est-à-dire que le gouvernement de Tuka, d'abord, a demandé à ce qu'on rende les radios, après on rende le chien, on n'a même pas le droit d'avoir un oiseau, on n'a le droit à rien. Alors comment voulez-vous qu'on soit politisé? Elles ne savaient rien. Et ce sont les femmes allemandes antifascistes qui vont enseigner les Slovaques, qui vont constituer les 7 premiers convois de juifs, et qui vont leur dire, prenez les postes, entrez dans la danse, arrachez les postes aux vertes, parce que les Allemandes qui arrivent de Ravensbrück, il y a un groupe de 50 communistes, mais le reste, c'est des meurtrières, ou dans ce qu'on appelle les asociales. Des droits communs. Des droits communs. Oui, elles ont tué ou elles ont volé, en tout cas, elles ont un triangle vert, et c'est les plus féroces. Et donc, en fait, vous voyez, la survie aussi dépend de la connaissance. On ne peut pas survivre si on ne connaît rien. Je voulais revenir peut-être un petit peu sur Haïm. Sur 2004, tu avais proposé, sur la visite, après on peut reprendre, parce qu'on va faire des allers-retours peut-être dans le camp, du camp, la visite au camp et l'enfer du camp, enfin peut-être des années venues. Haïm, donc en 2004, tu avais proposé que Dieudonné vienne visiter à Auschwitz. Tu peux nous raconter l'épisode? Est-ce que tu penses avec le recul que c'était une bonne idée? Est-ce qu'on peut convaincre des gens comme ça? Et puis j'ai une deuxième question. Au fil de tes visites, depuis 20, 25 ans, 30 ans, est-ce que toi-même intérieurement tu as évolué? C'est une question de psy bien sûr, est-ce qu'on est de plus en plus sensible, ou on évolue vers moins de sensibilité, ou différent, ou on intellectualise, ou on s'en sort avec la poésie? Mon père me racontait toujours qu'encore il s'en sortait entre des maths et de la poésie dans sa tête. C'est peut-être le moment justement de parler de votre dernier livre, un fragment de mémoire. C'est bon. Voilà. C'est ce que j'essayais de réintroduire. Voilà. Et j'ose dire une chose que je trouve scandaleuse en même temps, c'est de dire que le livre est très beau. Alors je me dis, comment peut-on dire une chose pareille? Mais dans le fond, dans sa réalisation qui est artistique, qui est très belle, c'est un hommage aussi qui est rendu à tous ces disparus. Toute cette histoire, de toute manière, hors des normes. Il y avait un orchestre qui jouait quand on sortait du camp, de la musique, bon bref. Et la photo de couverture, c'est celle que j'ai eu plus de mal à choisir parce que je
sais pas, j'avais peut-être 3000 photos en fait de tous les voyages que chacun me donnait, m'envoyait. Donc il y a eu un temps long à sélectionner les photos. Celle d'ouverture, c'est étrange, c'est l'horreur froide, glacée de cette phrase terrifiante. Et en même temps, il y a un arbre avec ce rose incroyable, comme si il pouvait cohabiter avec ça, alors qu'il devrait avoir honte de cette phrase, cet arbre. Mais il est là, parce que dans notre vie, il y a aussi des choses aussi incroyables, et que si on regarde l'histoire, y compris celle que vous racontez, madame, on a des moments, des temps, des gestes de dévouement incroyables. Donc il y a de la beauté malgré tout. Moi j'ai été bouleversé par une exposition que j'avais vue au Palais du Tau à Reims, qui était faite par le copain communiste de la FNDRP, sur la création artistique dans les camps de concentration. Je viens de concentration. Ces gens qui vivaient que pour trouver un gramme de nourriture ou pour organiser, comme disait, quelque chose à manger, ils trouvaient du temps pour aller tailler un bout de bois, une pierre, du métal, du papier, faire quelque chose. Et on a exposé ces objets incroyables. La force humaine qu'il faut pour ne pas abdiquer de son humanité, puisque je m'intéresse à ce qui devient accessoire, mais qui, étant accessoire, le beau étant accessoire, devient vital. Puisque c'est accessoire et que je me bats pour ça, c'est vital parce que ça ne m'enferme pas que dans une dimension animale. Je cherche à manger pour survivre. C'était aussi leur cas. Mais ils ont eu la force morale d'aller créer quelque chose. Ça m'avait bouleversé. Maintenant, pour répondre à ta question, Fabrice, ça dépend de chaque chose. C'est sûr qu'on ne va pas impunément vite. Le temps de la préparation, c'est lourd, des trucs, le temps après, c'est compliqué. Il y a des choses qui, une année, peuvent vous bouleverser, l'autre année, vous passez. D'ailleurs, il y a des actes manqués. Je bypass des endroits où je sais que ça va être dur. Les chaussures des enfants, je vous l'ai dit, depuis que j'ai mes enfants, j'évite. C'est pas que j'évite, j'ai toujours une bonne excuse pour pas y aller. Il faut que je m'occupe d'un petit groupe qui est en retard, il faut que je m'occupe d'un de l'eau à ceux qui veulent boire. J'ai toujours une bonne excuse. Mais si je m'allongeais sur un divan et pas sur un fauteuil, je te dirais que c'est un acte manqué, que je m'arrange pour organiser ça. Donc, oui, ça touche différemment. Alors oui, la poésie, c'est pour moi la seule façon d'approcher quelque chose qu'on n'arrive pas à conceptualiser, puisque c'est inconceptualisable. Alors l'idée de beaucoup, c'est de breaker. Je break. Et moi je pense qu'il faut se confronter à ça avec l'intermédiation de la poésie, ou en tout cas d'un récit moins ancré dans le réel que vous. Oui, par exemple, je suis bouleversé par, dans mon livre je l'ai, une réflexion incroyable de Semprin. Semprin dit « Ne croyez pas que nous soyons des rescapés, comme nous le serions d'un accident de voiture auquel nous aurions échappé. Nous avons connu la mort, nous étions dans la mort, nous ne sommes donc pas des rescapés, nous sommes des revenants. » Là, je dis quoi? Des mots qu'on emploie tous, rescapés, revenants, Alexandre ou pas. Et bon, justement, vous vous rendez compte que leur façon d'être est différente. Le grand bain Lot, le grand bain d'Israël, qui lui a été. Alors lui, il était à Buchenwald. Il est passé quand même, je crois, pour vous. Non. Avec son frère, non? Non, il était à Buchenwald. Il était trop jeune, il avait 7 ans et demi. Et donc lui, oui, ils sont à Buchenwald tous. Et avec Wiesel. Il y a eu un débat terrible entre Wiesel et Semprin un jour. Qu'est-ce que fera, d'après toi, le dernier survivant des camps? Et Wiesel lui répond, il se suicide. Comme Primo Levi. Mais bon, le grand rabbin Lot, 7 ans et demi à Buchenwald, me dit un jour, grande réunion qu'on avait organisée à Jérusalem, lui, il est donc 7 ans et demi à Buchenwald, il vient à Écoui, donc il est pris grâce à Geneviève Antoine de Gaulle. Le général de Gaulle prend 426 jeunes de moins de 18 ans, dont Elie Wiesel et Buzyn, le père de la ministre Buzyn. Il les emmène en France, à Écoui, c'est Lozé qui s'en occupe, puis les familles récupèrent ceux qui peuvent récupérer, et ils partent en Israël, et tu dis, il devient plus tard grand rabbin d'Israël et président de la machine. Et on organise un voyage du constat, et il me dit, et il m'explique après encore plus fortement,
qu'au fond, lui, c'est un rescapé et nous, nous sommes des survivants. Je dispose de moi, je fais vieux peut-être avec ma barbe, j'ai canoniste, mais quand même, je ne fais pas survivant des camps de concentration, il se moque de moi. Il me dit oui, réfléchis. Si Hitler avait atteint son objectif, il n'y aurait plus eu un seul juif qui serait né. Parce que son but, c'était d'éradiquer tous les juifs. Même un juif en Albanie, il est allé le faire chercher. Donc, nous sommes, et pour l'étendre d'ailleurs au-delà des juifs, toutes celles et ceux qui étaient amoureux de la liberté étaient des ennemis pour nous. Et donc, quiconque est amoureux de la liberté est d'une certaine manière un survivant de ce que le nazisme a voulu faire pour l'Europe. Et ce sont ces perspectives-là, plus poétiques que factuelles, qui me permettent, en fait, et d'aborder et d'essayer de comprendre tant qu'il soit possible Auschwitz. Moi, ce que j'aime, j'ai été avec le grand rabbin, j'ai fait un voyage en décembre l'année dernière. À la fin de ce parcours où sont enseignés aux jeunes qui acceptent de participer à ce voyage avec leur professeur, il y a une prière dans les crématoires. Et la prière, elle se fait bien sûr avec le grand rabbin, Chaim Corsia, mais il y a toujours un représentant de la religion catholique et protestante et musulmane. Et c'est, comment vous dire, il faisait très froid, donc on était fin décembre, de la terre montait une humidité et du ciel descendait un brouillard. Donc on était pris, et on était bien habillés, on était pris entre deux humidités. Et pourtant, eh bien, ces prières qui se conjuguent ensemble dans les nuits, avec simplement la lumière des bougies que le grand rabbin s'est coltiné toute la journée avec son sac en plastique en refusant de les laisser à d'autres, pas parce qu'il avait peur que d'autres... Non, c'est parce que... J'aime les bougies. Non, parce qu'il porte tout. En fait, faire un voyage avec le grand rabbin, c'est très surprenant. Il arrive à 4h du matin à l'aéroport et il a un chariot de papier et il veut le donner à personne parce que c'est son poids à lui. Donc c'est en fait, on commence comme ça. C'est-à-dire avec un homme qui refuse de dire toi tu vas porter pour moi. Et donc à la fin de cette journée, ces lumières qui s'installent autour des crématoires, et bien, et chaque année qui se répète, eh bien c'est les vivants qui viennent voir les 100 tombes. Parce que Birkenau, c'est une immense tombe collective. Mais en même temps, Chaim dit dans son livre que chez les visiteurs, il y a des fois deux attitudes extrêmes. Il parle de la sidération et aussi de l'indifférence. Je fais un petit tableau autobiographique. Il y a 2 ans, j'étais à Buchenwald avec ma femme pour lui montrer. Et je rentre dans le camp, il y a une route pour rentrer entre les logements SS et le camp lui-même. Et je suis dans mon monde. Et d'un seul coup, je me fais engueuler en allemand par un VTTiste allemand parce que c'est un lieu de promenade de VTT. Et il m'insulte parce que j'ai traversé la route sans regarder à droite, à gauche. Donc je comprends l'allemand, donc je ne réponds pas. Ensuite, je vais avec ma femme lui montrer la carrière. La carrière de Buchenwald, c'est une carrière de granit comme celle de Mauthausen. C'est des carrières impitoyables. Où les Allemands, les SS, faisaient ce qu'on appelle le jeu du parachutiste. Ils jetaient les gens dans. Et là, sidération, je vois la carrière et je vois une dame en train de promener son toutou qui faisait ses besoins dans la carrière. Donc là, j'ai senti, moi qui étais proche de la sidération, et une fois de plus, même au fil des ans, j'ai senti l'indifférence. Et c'est très curieux, je ne sais pas comment tu ressens toi quand il y a des gens indifférents quand même. Voilà. C'est pas possible à Auschwitz parce que on trouve autre chose de débiles qui vont prendre un selfie devant les mouvements. Bon, ok. Vous avez 174 passagers, 120 jeunes, on ne peut pas les empêcher. Et ce sont des gestes aussi de protection pour eux. Mais il y a vraiment un grand silence. C'est des gamins qui sont jeunes, on les prend
minimum 15 ans, ils ont 15 et 18 ans, plus après il y a des post-bac. Ils ont 15 et 25 C'est ma ans. question, ça. Je t'interromps juste parce que alors, j'étais cet été à Mauthausen. Moi, je suis à tourner les camps. J'y suis allé tout petit, donc j'ai pensé que c'était totalement décalé. Mon père avait une relation fusionnelle avec moi, donc il me prenait partout. Moi, je suis la génération du silence et je l'ai appris hier avec toi, Shoshana. Et donc, Mauthausen, c'est moins de 14. Auschwitz, moins de 14. Dachau, moins de 12. On ne prend pas. Buchenwald, c'est moins de 12 et certaines des idées 15. Je voulais savoir ton idée sur à quel âge on peut, justement, aussi à toi, Shoshana, à quel âge on peut faire visiter à un enfant ou à un adolescent. Je dirais comme ça, 15. En fait, il m'est déjà arrivé dans des jeunes de 13 ans. Et c'était une fille, elle était formidable. Et c'est elle qui a expliqué toute son école après. Qui racontait toute l'école. Parce que pour moi, le rétexte, c'est un terme militaire, le retour d'expérience est essentiel. Parce que je ne veux pas qu'il soit que spectateur de quelque chose. Le vrai travail, il est après. Voyez-vous ces voyages. Il y a d'abord un travail en amont avec les enseignants. Puis après, à l'époque, quand je emmenais avec moi Élie Buzyn, nous allions ensemble à Saint-Cyr-l'École, au Prytanée de la Flèche, à l'EPA de Grenoble, à Saint-Jean-Juste, pour rencontrer les élèves après, qu'il ait le temps de digérer et on le voit après. Et il se trouve que ce travail est assez essentiel. Donc l'âge dépend aussi des jeunes. Mais je ne dirais pas beaucoup de comportement des gens. Il y a vraiment un moment, quand ils sortent du pavillon 5 et 6, puis du pavillon 10 et 11, celui des expériences et des prisons où ils les voient avec entre les deux le mur des fusillés. Là déjà, vous sentez un poids terrible, puis on arrive au pavillon israélien, puis au pavillon français. Là, on va à la chambre à gaz d'Auschwitz 1, et là, j'amène à l'endroit où on a garé les bus pour qu'ils mangent. Je peux leur donner ce que je veux, ils mangeront. De toute manière, ils sont écrabouillés. Et il faut mesurer pour moi, il y a besoin aussi de les laisser souffler émotionnellement. Et donc, s'il y en a un ou deux qui prennent un selfie, je ne vais pas les tuer. Mais l'endroit s'y prépare en réalité, sauf à ce que ce soit des gens qu'on a forcé à venir. Je suis d'accord, de toute façon, c'est extrêmement rare. Enfin, moi, j'ai été 8 fois. J'ai organisé le premier, je crois, voyage vers Auschwitz qui m'avait été demandé par Théo Klein et qui avait emmené le lycée Voltaire. Il y avait Annette Vieux-Bourquin qui était professeure d'histoire géo. Et donc c'était en 1988, mon premier voyage, je crois, à Auschwitz. Alors Annette a eu la dent dure au début. Annette Vivorca a eu la dent dure sur les voyages, et elle a raison. Parce qu'elle dit, ça ne sert à rien si c'est pas préparé. Sinon, vous cochez levé, j'ai fait Auschwitz, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas Disneyland, c'est pas les attractions qu'il faut voir. Qu'elle avait raison, mais les gens n'ont pas retenu qu'elle disait qu'il fallait y aller avec une préparation. Les gens ont retenu qu'Annette Vivorca s'opposait à cela. C'est faux. Elle participe régulièrement elle-même. Oui, bien sûr, mais elle est très, très. Au contraire, elle pensait que c'était très important d'amener des jeunes, et puis on avait amené des journalistes, et j'ai encore les lettres écrites en 1988 dans l'avion, parce que dans l'avion du retour, j'ai demandé à tous les élèves qui avaient participé à ce voyage d'écrire ce qu'ils ressentaient. En fait, je crois qu'ils étaient fous, quoi. Ils étaient devenus fous. Il y en avait qui étaient juifs, qui avaient demandé avant de partir à faire une prière, mais ils ne savaient pas laquelle, il n'y avait pas de rabbin avec nous. Donc, toujours avoir un rabbin. et c'était. Non, alors, il y avait ceux qui connaissaient le schéma, qui récitaient un bout de schéma, ceux qui n'avaient même pas le schéma. Enfin, c'était très très étonnant. Et puis il y avait les jeunes, ceux qui n'étaient pas juifs et qui avaient accepté d'aller vers ce voyage et qui essayaient de les consoler. Mais vraiment, j'en retire. Donc c'est mieux ce que vous faites par rapport à ce que notre impréparation du terrain, des gens, des conséquences émotives qui allaient se produire, parce que nous, on était partis avec des journalistes et des profs d'histoire géo.
moi j'avais tellement peur des réactions, pendant les 10 premières années, je payais une ambulance qui suivait mes 4 bus. 10 ans. J'avais le problème. Au bout de 10 ans, je m'énerve, je me dis bon, ça suffit. Ça, je prends plus l'ambulance. La 11e année, j'ai quelqu'un qui se tordait de douleur, juste l'année où j'ai eu l'ambulance. Donc maintenant, j'ai changé, j'ai plus l'ambulance, mais j'ai toujours un droit, je me débrouille toujours pour avoir 1, 2 ou 3 médecins. Voilà. Ça rassure tout le monde, ça me rassure moi, parce que je me vois mal avoir un malade. Parce que je ne dis pas que c'est que psychosomatique. Enfin, le bonhomme qui était malade cette 11e année, je vous assure, il marchait complètement courbé, comme ça. Il n'arrivait pas à se redresser. Littéralement, il en a pris trop sur le dos. Et donc, il était courbé en deux. Et moi, je ne savais pas comment l'en mettre debout. Donc, je l'ai mis dans le bus, on l'a installé comme on a pu, on l'a ramené. Mais c'est vous dire que je sais qu'il y a aussi des réactions physiques pour ces jeunes. Donc, il n'y en a aucun qui s'amuse à nier l'endroit. Parce que d'abord, ils sont préparés et que, bon, les militaires, ça ne discute pas. Les militaires, comme son l'indique, c'est bien organisé. Et les lycées, publics ou privés, ont quand même un niveau de préparation et d'engagement des profs qui fait honneur à leur vocation. Pour rebondir sur la question que je vous posais sur 2004 et Dieudonné, en fait, on voit cet antisémitisme qui monte actuellement. Ma question de fond, et ça intéresse les politiques comme Hussein aussi à la région, est-ce que ces voyages, comme ce que tu avais fait en proposant à Dieudonné d'aller à Auschwitz, qu'il n'a jamais fait, et je crois que le Grand Rabbin Institut qui n'était pas trop favorable à cette proposition, c'était pas ça la préhistoire. Est-ce que ces voyages sont alors une prévention, là c'est le médecin qui parle, ou un traitement pour les antisémites Voilà un temps de tour. Personne n'a la recette magique contre l'antisémitisme. Si on l'avait, ça serait du temps. Il faut faire un mix. Il faut tout faire, tout ce qu'on peut faire, et même pour inventer de nouvelles méthodes. L'antisémitisme mute, il faut que notre combat mute. Maintenant, on peut avoir des gens qui ont fait ces voyages et qui vont voir des actes, des paroles antisémites. Mais quand même, ça crée une sorte de rejet. Quand on explique bien que ça a commencé par une mise à distance des Juifs par l'ensemble de la société, pour arriver à Auschwitz, on comprend qu'il y a quand même un lien. Moi, ce que je voulais en 2004, c'est que je m'étais rendu compte que les Juifs étaient harcelés. Ça a commencé, la première intifada, ça a commencé à chauffer vraiment dans les quartiers. Donc j'ai vu c'était celui qui pouvait parler à cette jeunesse qui crachait sa haine de manière éhontée, sans vergogne aucune, contre la communauté juive. On est tombé d'accord que c'était Dieudonné, donc je l'ai approché par un commun, on s'est déchiqueté au début. Je lui ai expliqué que Igoré. Moi, je suis d'une génération où, même si une partie de ma famille a été déportée, moi j'ai été bercé par, pour moi le mal absolu c'était la case de l'oncle Tom. Donc moi il ne faut pas m'expliquer où c'est Gorée et ce qui était, j'ai pas attendu Amistad qui était formidable, j'ai pas attendu Django Unchained qui est encore plus merveilleux parce que moi Yann à la fin, et puis les Iguitus, donc ça c'est bien, mais Tarantino c'est formidable, à la fin les Iguitus, les méchants, mais non, pour moi l'acmé de la souffrance humaine c'était la case de l'oncle Tom. Et donc ça a été violent. Je lui ai dit, tu vas venir avec moi. Parce que oui, pourquoi vous êtes sensible? Tu veux savoir pourquoi on est sensible? Viens au vite et tu comprendras. Ok. Je lui ai dit, mais d'abord tu lis. Moi, j'en ai pas un inculte. Donc il a commencé à lire. Il a fait des déclarations plutôt formidables. Il a changé la fin de son spectacle. Alors, enseignement généraux me disait. Il disait à la fin de son spectacle, bon maintenant ça y est, j'ai fait avec tout le monde. Moi je vous dis, si on insulte quelqu'un parce qu'il est juif, parce qu'il est musulman, parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc, parce qu'il est rouge, parce qu'il est vert, on scie la branche d'un public sur laquelle on est tous. Et Hergé me dit, il a changé la fin de son spectacle. Ok. Là-dessus, les bonnes âmes et les belles âmes s'élèvent en disant, bon, comment emmener ce bonhomme à Auschwitz? Je crois que c'était les méchants qui fallait emmener à Auschwitz pour leur montrer la réalité du monde. Si on donne que les gentils, c'est pas trop dur, hein, franchement. C'est même, je raconte, hein, on peut le faire. Et je lui dis, écoute, moi je peux tenir, parce que j'ai peur de rien, mais c'est pourquoi je risquerais une manif au départ de l'avion, une manif là-bas, parce que je ne maîtrise pas tout le public qui est à Auschwitz ce jour-là. Il m'arrive souvent de croiser d'autres avions, d'autres publics. Donc,
on a convenu que je ne l'emmenais pas, mais qu'il y allait. Il ne l'a pas fait. Et c'est à ce moment-là que d'aucuns, et notamment l'âme damnée de l'extrême droite française, a mis le crapin dessus et l'a emmené dans sa descente sans fin. Et là, je crois que là où on en est maintenant, il n'y a plus de retour possible, parce qu'il a essayé, encore récemment, 2 ans, d'entrer en contact avec moi, avec un adjoint. Mais il y a un moment où c'est plus possible. Et même quand Dieu frappe Pharaon avec les plaies, et que Pharaon dit à Moïse, bah, maintenant ne me vois plus, tu n'as plus rien à faire avec moi, bah, à ce moment-là, c'est fini. Et même quand il dit, bon ok, pardon, allez, ça ne marche pas, c'est trop facile. La vie, elle ne peut pas être comme ça. Mais je pense qu'on n'utilise pas assez les lieux de mémoire, parce que, pour reprendre cette situation qui me permet de rendre hommage à Pierre Laurent, il y a beaucoup de lieux de mémoire. Michael tout à l'heure parlait, Michael il est là, Michael tout à l'heure parlait du camp d'Aled. Bah, regardez, ce camp, il faut l'utiliser. On a tellement de camps, France Noé, Bédou, Cercy à Orléans, on a tellement de camps, on a Rivesaltes, on a le camp d'Émile, partout en France, Drancy lui-même, il n'y a pas que le Gabon, il y a maintenant un mémorial. Donc on voit qu'on aurait, pardon, et le Struthof, on oublie un peu trop facilement, parce que c'est comme, on sait où Mann est à l'étranger, il est en Pologne, mais il y a quand même un camp chez nous, qui en plus, le Struthof, un camp d'extermination, avec là aussi un filon de granit, et c'est pour ça que le camp Struthof s'installe d'ailleurs à Natzweiler. Struthof, c'est étrange. Natzweiler, c'est le camp nazi. Struthof, c'est le camp après la guerre où on met les prisonniers allemands. Et ceux qui avaient un peu beaucoup passionnément collaboré. Donc Struthof, conduit Struthof, c'est le camp après la guerre. Avant, ils s'appelaient Natzweiler, mais peu importe, c'est le même. Donc, on a des lieux de mémoire sur lesquels on doit faire venir les jeunes. Et moi, je suis aussi accessoirement secrétaire général du Souvenir français. C'est le pôle le plus important de nos dépenses maintenant, l'aide au voyage. On donne plus d'argent au Souvenir français. On donne plus d'argent que l'ONAC, par exemple, l'Union nationale des anciens combattants, pour aider les voyages scolaires. Ah, évidemment, les distances sont plus grandes, donc on aide tout. On aide le voyage à Verdun, le voyage à Caen, en mémoire de la paix, on aide sur le début du camp, et puis nous, on aide aussi la mémoire aux combattants de la France. Donc, quelqu'un va sur le chemin des larmes, ou quelqu'un va sur tous nos combats partout en France, on subventionne ça. Mais globalement, on aide vraiment parce que aller sur les lieux, c'est d'une certaine manière s'inscrire dans une géographie mémorielle. Et c'est important. Stéphane, tu voulais répondre? Oui, moi je voulais dire qu'il y a une façon aussi d'arrêter la haine, parce que ça commence à devenir de la haine. Si vous avez regardé les commentaires qui suivent les films sur Lanzmann, c'est très étrange. Les gens disent maintenant, parlez-nous d'extermination à Gaza. Ils ne veulent plus entendre parler d'Auschwitz-Birkenau ou d'ailleurs. Et il faut leur dire que ce n'est pas une question juive, l'extermination. Et c'est comme ça que moi j'ai réussi à arrêter les commentaires nauséabonds qui s'étaient révélés sur le site de France Info après mon passage. Nous disant mais ça suffit, on est en 2024, la guerre était à sa plus grande violence et les gens voulaient entendre autre chose. Et moi j'ai dit qu'il fallait commencer par comprendre qu'est-ce que c'était le camp d'extermination et que ça ne concernait pas simplement les Juifs, mais que les Polonais ont été gazés, les Françaises communistes qui sont arrivées à Birkenau ont été gazées, et d'ailleurs 49 seulement reviennent alors qu'elles sont parties à 230, que les communistes français qui sont partis à 1165, il y en a 149 qui reviennent, et tous ces gens-là ont disparu dans les chambres à gaz. Donc si on commence, et les tziganes, les homosexuels. mais c'est une...
Ce que j'essaye de dire, c'est que Auschwitz, Birkenau et les autres camps, c'est notre humanité qui est en question. Et que ce n'est pas simplement parce que les SS ont voulu se débarrasser des Juifs, ils les ont posés là-bas et ils ont fermé ce lieu à des Juifs simplement. Non, c'était à tout ce qui pouvait gêner leur pensée, leur mode de vision du monde qu'ils ont écarté vers des lieux comme Buchenwald, Birkenau, Sobibor, Flossenburg. Desnos n'est pas revenu, enfin, il quitte Flossenburg, mais il arrive à Térésine et il meurt du typhus. Et vous savez, je reviens de Zurich, où j'ai rencontré, j'ai fait un travail autour de Rennes. Et un professeur de l'université suisse m'expliquait qu'en 1950, ils se sont aperçus, donc 5 ans après la guerre quand même, c'est-à-dire le temps que les gens se calment, reviennent, oublient les nécessités de la vie quotidienne pour reprendre le chemin des bibliothèques ou des concerts, ils se sont aperçus qu'il n'y avait plus un seul écrivain de langue allemande en Allemagne et en Suisse, c'est-à-dire les grands écrivains, soit ils étaient morts dans les Schwimmergats, soit ils étaient partis aux États-Unis. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en fait, les nazis se sont donné aussi un coup de poignard à eux-mêmes, c'est-à-dire que tout ce qui comptait de pensée, de puissance musicale, de puissance picturale, ils étaient devant un grand trou noir. Et ça, il faut le dire aussi aux gens. D'ailleurs, vous avez parlé de Desnos, là, qui m'a toujours bouleversé. Il écrit un poème qui s'appelle Demain, en 1942. Desnos, écoutez ça, parce que c'est tellement actuel où on se plaint, ça va pas, oui, il faut se calmer. Âgé de 100 000 ans, j'aurais encore la force de t'attendre au demain pressenti par l'espoir. Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir. Le matin est neuf est le soir. Et depuis trop de mois, nous vivons à la veille, nous veillons, nous gardons la lumière et le feu. Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille à main bruit vite éteint, perdu comme au jeu. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin, nous vivons au présent. Moi, je me dis, c'est quand même une leçon extraordinaire. Ils ont connu l'enfermement, ce risque de la vie, les camps, parce que vous savez très bien ce qui se passait chez certains. Et malgré tout, ils ont continué à espérer. Et c'est une grande leçon pour nous. Je pense que c'est une grande erreur de considérer que c'est une histoire passée. Et en cela, votre livre, c'est un livre tragique et socialiste, plein d'espérance, parce que même celles qui sont mortes n'ont pas abdiqué de l'espérance de nous. Et j'ai connu un homme assez extraordinaire, hors norme, qui s'appelait Joe Vageblatt. Voilà, Joe Vageblatt, c'est un concept hors norme. C'est un gamin qui a 16 ans, il est arrêté à Auschwitz. Il est à Birkenau exactement. Et il évite les rafles. Enfin, les rafles internes du camp s'appellent la sélection. Il arrive à éviter les sélections. Et un jour, il se fait prendre. Dans la sélection, il a 16 ans et demi, à ce moment-là. Il a dit qu'il avait 18 ans, comme tout qui est comme ça. Et il est sélectionné. Donc il a envoyé la chambre à gaz. La chambre à gaz se ferme. Et il réécrit l'histoire par nature. Il est là, je l'ai connu. Il me dit, je sais pas, je savais ce que c'était, je savais ce qui allait se passer, mais je sais pas. J'arrivais pas à me dire que c'était fini. Probablement comme tous ceux qui sont morts, mais j'arrivais pas à me dire que c'était fini. La porte s'ouvre, 40 sortent. La porte se referme, tous les autres sont gazés. De ces 40, 3 vont survivre. 3 sur les 40. Et donc ils corroborent l'histoire que Joe raconte. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il dit qui a donné l'ordre? Ben, on ne sait pas, on l'a fait parce qu'il y avait trop de monde. Il cingle le visage du nazi et il dit c'est moi qui décide quand on tue et qui on tue. Ouvrez les portes. Et donc il faut ouvrir les portes. Et une fois qu'il a montré que c'était lui le chef, juste que les premiers qui étaient devant la sorte, il fait refermer les portes et ils font gazer tous les autres. C'est aussi cela, parce que vous donnez les chiffres, vous avez raison de donner les chiffres. Parce que le taux de retour, c'était un des problèmes sur le choix des personnes, les 5 destins dont je vous parlais pour le pavillon français, c'est que si vous prenez les personnes qui étaient revenues, c'était faux par rapport au ratio. Sur les juifs, le taux de retour, c'est 2,5%. 2,5% de survivants. C'est pas le même chez les prisonniers politiques. C'est 10%. Un peu plus. On est à 30% sur l'ensemble des non-juifs. Mais peu importe, c'est différent. C'est d'ailleurs, quand on a revu, je ne sais pas si vous avez revu parce que c'était bouleversant, la soirée sur les procès qui ont été filmés, il faut vraiment rendre hommage à Badinter, à son âme, parce que c'est lui qui a fait voter une loi pour faire filmer ces films, ces procès que nous avons pu voir. Et quand on voit le procès de Touvier, c'est le plus incroyable. Le bonhomme, il a effectivement sauvé quelqu'un. Il a effectivement sauvé. Sauf que s'il reconnaît qu'il a sauvé quelqu'un, il reconnaît qu'il a sauvé celui-là parce qu'il n'est pas juif, et donc il a envoyé sciemment les autres à la mort parce qu'ils étaient juifs, les 7 de Rieux-la-Pape. Donc quand il voudrait dire, et que le bonhomme vient, il dit, il m'a sauvé, il a décidé que moi, je n'irai pas dans cette... C'est la plus grosse des accusations, c'est ce qui va faire que Touvier est condamné. Paradoxalement, c'est le fait qu'il ait sauvé quelqu'un qui va l'accuser de ne pas avoir sauvé les autres, parce qu'ils étaient juifs. Donc, c'était bien un crime contre l'humanité, ce qu'il a fait. En tout cas, il va avoir une peine allégée par rapport à ce que certains demandaient. C'est aussi la victoire de la façon de raconter l'histoire qu'a présentée Eclairfeld. Mais on voit bien à quel point cette histoire-là, elle est différente si on était arrêté en tant que juif, en tant que pas juif. Et donc, vous avez raison de rappeler les chiffres. Cette tragique mathématique est aussi une donnée à prendre en compte. D'où l'idée que les histoires que vous racontiez étaient des histoires toutes pleines malgré tout d'espérance. J'ai une question pour l'homme de spiritualité, une question classique, parce que à la sortie des corps, je pense à Viktor Frankl. C'est tellement tristouné tout ça. Ouais. On se partage tous les derniers. Non, ce sera ma dernière question. Victor Frankl, c'est vraiment quelqu'un d'important. J'adore Viktor Frankl. Et il dit qu'en fait, dans le camp, en gros, là c'est l'homme de spiritualité. Ce matin, à la scène, tu t'es présenté comme l'homme de spiritualité. Certains ont perdu la foi. Et on a vu, alors que Viktor Frankl, lui, il a retrouvé la foi. Certains survivants, dans les 2,5%, ils ont au contraire considéré que c'était la providence qui les avait protégés. Et d'autres, comme Primo Levi, n'ont plus cru en rien. Et là, très récemment, avec notamment l'autobiographie de Elie Sharabi, qui était dans les tunnels du Hamas. Pour qui on survit? Voilà. Et là, on voit chez les rescapés des tunnels un retour vers le religieux. Alors, je voulais avoir un petit peu ton avis sur ces allées et venues vers le religieux, le pas religieux, la foi, la providence, et cette nouveau, enfin, avec la crise du 7 octobre et ses conséquences. Comment tu vois ça? C'est une réalité humaine. Une grande souffrance amène parfois une espérance, on se tourne vers Dieu. Parfois une colère contre Dieu. Où était Dieu? Mais quand vous êtes en colère contre Dieu, vous dites bien qu'il existe. Vous avez le droit d'être en colère contre Dieu. Encore, si vous êtes comme mon ami, malgré tout, mon ami Richard Malka, l'avocat de Charlie, non seulement vous avez le droit d'être en colère contre Dieu, vous avez même le droit, dit-il, de prendre les guillemets, d'emmerder Dieu. Fermez les guillemets. À moi. Et ça me fait plaisir. J'ai vu la semaine dernière, il m'a dit, est-ce que tu sais tout ce que j'en vends?
question évidente, tu vois. Survivre à ça, à ce système, c'est impensable. Donc, si vous survivez, il y a de l'ordre pour vous, du miracle. Ce qui pose une autre question, pourquoi les autres n'ont pas de miracle. Je vous raconte Georges Blatt, mais Joe, je l'ai connu, et tous ceux qui étaient avec lui, et ce jour-là, et les autres jours, et les jours d'avant, et les jours d'après, il n'y a pas eu ce miracle incroyable pour eux. Je peux vous raconter un autre miracle. C'est un docteur qui s'appelle Hirsch. Moi, j'ai connu son fils, Jean-Raphaël Hirsch, qui était le président de Yad Vashem France. Jean-Raphaël Hirsch me raconte l'histoire de son père, qui est une histoire incroyable, inconcevable. Ce sont des Roumains qui s'installent à Alfortville, banlieue parisienne, département de la Seine à l'époque, et il est radiologue. Puis ça ne va pas, il est clairement obèse. Et ça ne va pas du tout en 41, fin 41 ou 42, il consulte le médecin qui lui dit, cher confrère, préparez vos affaires, en gros, t'es cuit. Mettez vos affaires en ordre. Il a raflé, il a envoyé Auschwitz, c'est terrible pour lui au début, il va mourir. Il est sur une charrette, il va mourir. Et là, il y a un nazi qui court après celui qui amène tous les camps crématoires et il lui dit, est-ce que tu as tel numéro? Il est là, ils le reprennent, ils le nourrissent vaguement comme ils veulent, il fait bien fait. Mengele chercher un radiologue pour ses expériences qui parle allemand. Donc Mengele le teste, plusieurs trucs, il voit que ça va. Donc il le maintient en vie, mais son corps a pas, quand je dis il le nourrisse comme on peut nourrir quelqu'un en vie. Et donc son corps, il va chercher la graisse où elle peut, où elle est. C'est-à-dire dans ses veines, dans son corps. Parce que l'origine logique, c'est le même pour lui que pour les autres. Et il a survécu par miracle. Et donc lui, c'est le miracle incroyable que Auschwitz l'a sauvé, Mengele l'a sauvé, et cet homme, vous le connaissez tous. Vous en bénéficiez tous. Parce que cet homme, Jean Hirsch, le père de mon ami Jean-Raphaël, c'est celui qui a ouvert la première clinique mutualiste en France, à la rue de Mérogny, et qui a mis en place ce qu'avait prévu le Conseil national d'assistance, c'est-à-dire la sécurité sociale. Et il a commencé à ouvrir le plan, ce qui est maintenant les Yvelines, une sorte de maison de retraite, et bien sûr le Conseil de l'ordre des médecins Furiba le convoque, il y va. Il y va, et celui qui est président de la section qui le juge là, c'est celui qui avait décidé sa radiation de l'ordre des médecins pendant la guerre. Donc, mais c'est de dire que chaque histoire est unique, et qu'il faut toutes les lire et toutes les raconter. Et en cela, vous avez sorti des visages inconnus, mais moi j'ai été bouleversé parce que c'est comme les noms de ce matin, Michael, il faut te remercier parce que les noms de ce matin sur la plaque appellent un travail des enseignants pour que, avec leur classe, ils et elles réussissent à trouver des éléments sur la vie de ces familles, au-delà de ce que tu as pu trouver pour déjà leur donner un lieu de naissance et une année de naissance, mais trouver une vie, une histoire, parce que c'est aussi ça, ce que Simone Veil, qui préfère utiliser l'expression travail de mémoire que devoir de mémoire, a voulu qu'on fasse, c'est-à-dire rendre ces visages, ces histoires, comme une part de notre vie. Et alors c'était un moment assez étonnant dans notre livre, parce que d'abord il y a eu ce livre, au moment où, anniversaire des 80 ans, on voit, nos copines, vous n'avez jamais remarqué que les anciens et anciennes déportés, on les appelle par leur prénom. C'est Ginette. D'où ça sort, j'appelle une femme, madame, je ne sais pas quel est votre prénom, madame, le premier rang. Anne. Anne, je vais pas appeler madame Anne. Ça va Anne? C'est ça, je ne le connais pas, pourquoi je lui dirais Anne? Ginette, je l'ai appelée Ginette tout de suite. Alors évidemment, je connaissais son fils, le batteur du groupe Téléphone, ça aide un peu. Mais et Esther Selot, pourquoi Esther, on l'appelle Esther? Et pourquoi Ida, je l'appelais Ida Greenspan, et pourquoi? Parce qu'ils sont notre famille. Et vraiment, je vous remercie s'il faut.
d'avoir. Non, mais non. Alors, Et j'ai pas voté pour rien. C'était une volonté du jury de prix du livre sur les génocides d'Edgar Château, parce que c'était un livre, c'est toujours un livre, qui rend hommage dans un moment où enfin on parlait des femmes, parce qu'on avait qui pour les 80 ans? Ida. Non, on avait Esther Senoud, Ginette Kolinka, Lévi, comment elle s'appelle, son prénom Edith, je crois, et une quatrième. On avait des femmes. Voilà, je trouve que c'était des femmes, mais votre livre arrivait comme la réparation d'un oubli avec ces vies si importantes. Et je vous assure, lisez tous les livres, vous verrez qu'il n'y en a aucun qui se ressemble. Aucun. oui, merci, mais je crois qu'en effet, ça ressemble à aucun autre par le travail à la fois méthodique que tu as appris en redonnant vie, en faisant ressurgir un certain nombre de femmes comme Rosa, Rosa, comme d'autres, c'est-à-dire que tu as fait émerger cette vie dans le... Les quatre qui ont été pendus une semaine avant l'évaluation, ils sont toutes vues. Oui, là, parle-nous un peu de ce que tu as voulu faire dans ce livre finalement. Alors, et ce que en fait, moi je me suis rendu compte que tous les livres romancières, et tu restes toujours une romancière. Oui, mais maintenant je suis obsédée par Auschwitz-Birkenau depuis que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Troisième Jour, qui est sorti en 2010. Oui. Et depuis, je suis tombée dans la bassine de la Shoah. J'ai réalisé 4 films documentaires sur des groupes de survivants qui arrivent à sortir, qui arrivent à survivre, mais ensemble, en s'aidant mutuellement. Et bien sûr, quand on commence à accumuler des archives, ces archives nous conduisent vers des histoires, et ces histoires nous conduisent vers des recherches pour comprendre cette histoire, et donc du coup on se retrouve devant un livre. Et au début, je ne voulais raconter que l'histoire de Rosa Bogota et de son groupe de femmes qui vont être pendues une semaine avant l'évacuation. Mais pour pouvoir raconter et expliquer le destin particulier des femmes dans le camp, il fallait que je remonte à l'histoire de la fondation du camp des femmes, c'est-à-dire le 26 mars 1942. Et en montant, en brossant rapidement l'histoire de la première journée de ces femmes, on comprend aussi que les SS, Grabner de la Politische Abteilung, c'est-à-dire la Gestapo du camp, comprend très vite que les Polonais hommes qui lui servait de secrétaire et qui, donc, parce qu'il y avait une bureaucratie de la mort très importante qui grossissait depuis 2 ans, eh bien, ne connaissent pas vraiment l'allemand, ont réussi à créer des réseaux de résistance, donc en se racontant tout ce qu'ils voyaient dans les bureaux de la Politische Abteilung, et que ces jeunes filles qui arrivaient de Bratislava, qui étaient bilingues, trilingues, et même quand arrivera le premier convoi où il y a des femmes de France, c'est-à-dire le convoi 3, dans ce convoi, il y a Raya Kagan qui parle 10 langues. Elle est née en Ukraine, elle est venue étudier à Paris l'histoire, elle est spécialiste des manuscrits anciens, et elle parle 10 langues. Et Raya Kagan se retrouvera aussi dans ce qu'on appelle l'état civil du camp. Et donc il n'y a que des femmes juives. Et elles parlent toutes les langues. Et pourquoi on a besoin d'elles? Parce que comme Auschwitz-Birkenau va devenir une tour de Babel, et que pour chaque convoi il y a une langue particulière, et que les SS qui sont des adaptés, ceux qui sont sur la rampe, et de toute façon les médecins, eux, supervisent qui doivent vivre et doivent mourir. Et on pense aussi que c'est arbitraire, mais pas du tout. Parce qu'ils ont les listes d'arrivée et ils voient qui ils vont garder et de qui ils vont se séparer. C'est-à-dire les vieillards, les femmes enceintes et les enfants. Mais jusqu'au 4 juillet, il faut rentrer tout le monde, les hommes et les femmes, même les vieillards, mais seulement ils les bloquent dans des bâtiments, des casernes où ils leur donnent très peu
à manger et très peu à boire avant d'aller, parce que il faut préparer aussi le centre d'extermination. On sait maintenant, on connaît à peu près la date, c'est au mois de mai, la ferme rouge et la ferme blanche. Mais ça commence en mai. Donc, il y a 1 mois et demi de battement où on prépare tout ça. Mais le rôle des femmes, donc je vous expliquais que les femmes vont être les secrétaires, elles vont se donner un titre d'ailleurs, les secrétaires de la mort. Pourquoi? Parce que c'est elles qui remplissent les décès. Pourquoi c'est important? Parce que pendant l'appel, les gens sont comptés 2 fois par jour. Mais pourquoi ils sont comptés 2 fois par jour? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important dans un lieu où il y a tant de gens qui meurent et tant de gens qui arrivent pour mourir? Est-ce que c'est important de savoir à l'unité près qui est là et qui s'est évalué? Eh bien parce que Auschwitz-Birkenau est un secret d'État. C'est un secret que tout le monde connaît, c'est-à-dire que tous les responsables des pays occupés savent exactement que ces gens qui partent vers les trains vers l'Est et qui ne reviennent pas, il n'y a aucune ville qui se fonde avec tous ces gens si nombreux qui partent vers l'Est, mais on ne voit rien sur la carte. On sait très bien ce qui vont arriver. Et ça, c'est Perry Brook, d'ailleurs, qui est filmé en cachette par Lanzmann. Dès les 4 premières minutes, je me dis, mais attendez, mais vous rigolez? Mais tout le monde savait. Et les gouvernements étaient très heureux et nous remerciaient de leur retirer leur chaudière. Et ça, il faut qu'on le sache aussi, hein, c'est-à-dire que Pétain savait parfaitement où partaient les trains qui quittaient Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Drancy, et Laval aussi. Vous avez tellement raison. Quand vous lisez le bouquin incroyable de Mina Valbousquet, qui s'appelle Les âmes tièdes, sur Pie XII avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre, vous vous rendez compte que le Vatican sait parfaitement ce qui se passe. Il y a des notes internes, parfaitement. Et la déportation, et l'extermination, ils savent parfaitement, comme tous les autres. Et c'est vrai que le Vatican a toujours été un réseau diplomatique très très dense, parce que faut compter toutes les informations, mais toutes les chancelleries occidentales savaient que les braves gens dans les pays ne savent pas complètement. C'est bien comme dans la communauté juive, on subodore, on ne fait pas partir les vieillards pour les travailler, ça n'existe pas. Donc on se dit quelque chose de pas normal. Et comme vous dites, on ne va pas arriver à un endroit avec, je sais pas, 200, 300, 400, 500 000, 600 000 juifs. Ils doivent être quelque part. S'ils ne sont pas quelque part, ben, c'est pas compliqué. L'équation est simple. Mais les grands chancelleries, ils savaient parfaitement. Je souhaiterais qu'on donne un petit peu la parole au public avant qu'on arrête notre intervention et qu'on nous rappelle. Si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je veux rajouter juste quelque chose sur les femmes. Oui. C'est très important. Il y a quelques femmes qu'il faut connaître, qui ont permis d'aider leurs compagnes, de faire survivre des dizaines de personnes. Et ce livre aussi veut expliquer comment ces femmes ont pu, dans un camp d'extermination, en sauver d'autres. Et devant vous, je voudrais citer des noms extrêmement importants que vous allez découvrir si vous lisez ce livre. Katia Singer, qui va réussir, il n'y a pas eu un homme dans le camp des hommes qui a fait ce que Katia Singer a réussi à faire. Elle a 21 ans, elle va réussir à trafiquer les matricules et à remettre des femmes qui devaient partir vers la chambre à gaz, à les remettre dans le camp. On l'a vu ça. Adélaïde Oval, Bravo. extraordinaire, qui, elle, est le seul médecin, elle est psychiatre, mais elle est médecin dans le bloc 10, puisqu'elle a été choisie par Édouard Virs. Et Dieu sait s'il y a eu des médecins juifs, non juifs qui sont arrivés à Auschwitz-Birkenau. Certains ont bien sûr sauvé leurs camarades en cachette, parce qu'il y avait plusieurs façons d'obéir aux ordres, soit en les refusant complètement,
donc on nous règle, soit en acceptant certains ordres et en refusant d'autres, soit en obéissant avec zèle. Mais Adélaïde Oval, c'est la seule médecin qui est partie voir Edouard Wirth, médecin-chef SS, et qui lui a dit « Je n'accepterai pas de faire des expérimentations sur les Juifs, ça sera sans moi. » Et lui, il est tellement surpris par cette grande femme protestante dont il connaît le parcours, parce qu'il sait pourquoi elle a été arrêtée, etc. Il y a un dossier Gestapo qui arrive avec chaque prisonnier politique. Il lui dit, mais ces gens sont différents de nous. Pourquoi voulez-vous les sauver? Et elle lui répond, vous aussi, vous êtes différents de moi, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de vous stériliser. Belle réponse. Je crois qu'on peut applaudir nos